Donc, deuxième prise de vue. Bonjour et bienvenue. Nous voici dans cette réflexion sociodynamique pour traiter du niveau 1 de l'action, ce qu'on appelait les bases de l'action, et le module 1.1, la segmentation. Je suis toujours Olivier Dabomont, gardener à worldgardenofbrefpeople.org. Alors, on a vu que la sociodynamique, c'était la technique de mobilisation des hommes sur les projets. Et que la base de la sociodynamique, c'était de prendre les acteurs du projet comme de l'énergie. Un projet, c'est des acteurs qui mettent leur énergie ensemble pour atteindre un but. Les problèmes qu'on a sont de deux types. Premier type de problème, ils sont tous passifs. Comment voulez-vous que je réussisse avec cette bande de passifs? Et puis le deuxième type de problème qu'on a, c'est il y a des opposants. Oh là, le projet, pourtant un projet formidable, mais les gens sont très contre, je ne vais pas y arriver. Donc on va essayer de comprendre comment segmenter ces acteurs. Segmenter en marketing, ça veut dire diviser en type de besoins cohérents. On va dire j'ai un marché, mais dans ce marché, il y a des petits acheteurs, des grands acheteurs, des moyens acheteurs, et chacun a des besoins et des types de réactions différentes. Là, c'est un peu pareil pour les acteurs d'un projet. On va segmenter les acteurs en fonction de l'énergie qu'ils ont à consacrer au projet. Alors, première idée, ok, l'énergie, c'est un peu théorique comme idée. C'est un peu théorique. Au début, quand on commence dans la démarche de mobilisation des acteurs, on dit en gros, il y a quand même il y a des amis, n'est-ce pas ? Il y a des amis, hein, et puis il y a des ennemis. Ça, j'allais dire, c'est le niveau 1. On commence généralement dans la cour de récré, c'est ça dont on parle. Et alors, évidemment, les projets sont souvent soit j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai peu d'ennemis, mais ceux-là ils sont sont très chiants quand même. Ou au contraire, j'ai très peu d'amis et beaucoup d'ennemis, et là je suis mort. Ça, c'est un premier niveau de perception. Quand on voit la littérature sur ce sujet-là, il y a un deuxième niveau qui apparaît assez vite. C'est que non, mais c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour, hein, et des gens qui sont contre. Mais d'abord, ils sont plus ou moins pour et contre. Et puis au milieu, il y a des passifs. Alors c'est toujours plus intéressant un modèle dans lequel il y a ternaire. Un modèle ternaire, on comprend que là, il commence à y avoir du jeu. On dit il y a des passifs. Le troisième niveau de perception, c'est quand on commence à s'apercevoir que en réalité, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour, et puis qu'il y a des passifs, mais qu'en réalité, il y a plus de passifs que du reste. En réalité, il y a beaucoup de passifs, et puis il y a peu de gens qui sont pour, il y a des gens très engagés pour, et puis des gens très engagés contre. Le génie de Jean-Christian Fauvet a été de dire, je pense qu'il y a une subtilité supplémentaire qu'on peut ajouter, ce qu'on a appelé le niveau 4. Il a dit, mais en fait, en réalité, quand on regarde les acteurs et l'énergie qu'ils mettent dans leur projet, on va distinguer deux types d'énergie. Ce qu'on a appelé la synergie, l'énergie mise pour le projet, et l'antagonisme. L'énergie contre le projet. Donc ici, j'ai mon point, ce qu'on a appelé le point d'application, j'ai mon projet. Là, on va mesurer l'énergie que mettent les acteurs dans ce projet. Et puis là, j'ai l'énergie contre. Et un même acteur, dit-il, ça c'est génial, un même acteur peut être à la fois pour et contre. C'est pas possible. Si, prenez un exemple. On va parler de la réindustrialisation de la France. Voilà, parce que les gens sont pour, ils sont très pour qu'on réindustrialise la France. Donc ils sont très prêts à voter des crédits, des lois pour favoriser le développement industriel.
Maintenant, celui-là, là, celui à qui vous parlez, il va vous dire, ah non, mais d'accord, mais pas chez moi, pas chez moi. Je veux bien qu'on développe l'industrie, je suis même pour, je peux même venir soutenir. Mais par contre, surtout, vous ne le mettez pas chez moi, ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard. Donc vous voyez bien qu'il y a donc de la synergie. Si votre projet consiste à le mettre ailleurs que chez lui, bah, ce sera un allié. Si au contraire votre projet consiste à le mettre chez lui, ah bah, là vous aurez un opposant. Donc ça, c'était génial, de dire qu'un même acteur, un acteur A, en gros, se caractérise par une énergie positive et une énergie négative. Ça, c'était très très fort. Alors, allons-y. Dans le cadre de votre projet, on va mesurer donc l'énergie positive et l'énergie négative de manière un peu systématique. Alors donc, on vient de voir la synergie. La synergie, dit-il, c'est assez simple. Il y a une première donnée fondamentale, et celle-là, je dois avouer qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux acteurs, c'est ce qu'on appelle l'initiative. L'acteur dont on va parler, il prend l'initiative. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement à vous dire ah ben c'est bien, c'est mal, c'est il va faire quelque chose que vous ne lui avez pas demandé pour faire avancer votre projet. Cette initiative, on va l'appeler plus 3, plus 4. La différence entre les plus 3 et les plus 4, c'est que le plus 3 va prendre l'initiative en faveur du projet, sans vous en demander l'autorisation, peut-être en vous demandant l'autorisation, mais surtout en ayant une idée qui ne vient pas de vous, c'est pas vous qui l'avez demandé. Mais il va s'arrêter si vous ne le suivez pas. Il va organiser une réunion d'information pour que toute son équipe puisse comprendre comment on fait, et vous n'allez pas venir. Bon, une fois, deux fois, trois fois, la première fois, il dit bon, bah, écoute, c'est comme ça. Alors que le plus 4, il croit tellement à votre projet que lui, il va le faire avancer, même si vous ne dépensez pas de l'énergie pour le soutenir. Alors ensuite, il y a ceux qui ne prennent pas d'initiative. Ce qu'on appelle les plus 1 et les plus 2. La différence, donc, la initiative, la pas d'initiative. La différence entre le plus 1 et le plus 2, c'est que le plus 2 suit vos initiatives. Vous dites, il faut que tu organises une réunion avec ton équipe pour que je puisse expliquer le projet. Il organise une réunion avec son équipe. Le plus 1, lui, il est tellement peu impliqué qu'il va vous dire, oui, non, mais ça c'est génial, hein, ton projet c'est super. Mais là, j'ai pas le temps, parce que tu comprends, je suis complètement débordé par le lancement du nouveau produit. Là, mon équipe, elle n'a pas le temps de faire ça. Mais je te soutiens, hein, c'est super. Voilà, donc voilà ce que propose de mesurer l'échelle qu'on va utiliser pour mesurer la synergie des acteurs. Alors ensuite, l'antagonisme. Ah bon, bah oui, parce que on vient de voir que les acteurs pouvaient être antagonistes. Alors, c'est pareil, il dit il y a une différence fondamentale entre deux populations. Il y a ceux qui cherchent l'accord. Bon, a priori, ils n'ont pas un autre projet que le vôtre, alors que eux, ils ont un autre projet que le vôtre. Alors, on va appeler ceux qui cherchent l'accord les plus 1, les moins 1, pardon, et les moins 2. Alors, la différence qu'il y a entre le moins 1 et le moins 2, c'est que le moins 1 n'a pas d'énergie à mettre dans le projet, donc il s'en fiche un peu, alors que le moins 2 va faire usage de son pouvoir pour obtenir un bon accord. D'accord, on cherche l'accord, on cherche... Bon, mais enfin, il va demander que, bah, au passage, si on pouvait lui financer une route, si au passage on pouvait lui donner un titre, si au passage on pouvait lui donner une augmentation de salaire, ce serait super. Alors ensuite, nos amis qui ont un autre projet à défendre. Bon, on va appeler ça les moins 3 et les moins 4. La différence entre le moins 3 et le moins 4, c'est que le moins 3 se soumet au rapport de force. C'est-à-dire que lui, il a un autre projet que le vôtre, mais s'il voit que vous avez plus de pouvoir et que vous risquez de lui faire subir des pertes, alors il va se soumettre. Non mais enfin, mais te fâche pas, j'ai compris,
m'engueule, mais je te donnais ça, c'était des idées, c'était pour te faire progresser que je dis. Évidemment, le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez perdu le pouvoir pour une raison X ou Y, parce que tout à coup il y a un incident sur votre chantier, parce que on découvre que quelqu'un a piqué dans la caisse, etc., le moins 3 va vous dire ah mais je te l'avais bien dit. Ouais, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça. Donc moi je propose qu'on arrête ça et qu'on revienne à ce que j'avais dit au démarrage. Très énervant, très énervant. Le moins 4, lui, il n'a pas toutes ces subtilités. Le moins 4 préfère casser la boutique plutôt que de lâcher quoi que ce soit. Alors, une fois qu'on a mis cette norme, se posent deux évidences. On vient de voir ces deux gros traits là qui sont des traits très très fondamentaux, hein, évidemment, on a compris. Mais il y en a un troisième qui est très fondamental, c'est ce qu'on appelle la diagonale. Donc on comprend que ceux qui sont plutôt là sont plutôt contre que pour, et ceux qui sont là sont plutôt pour que contre. Ceux qui sont là sont peu énergétiques, ils ont peu d'énergie à mettre dans le projet. Ceux qui sont là ont beaucoup d'énergie à mettre dans le projet. Alors, certaines énergies ne vous plaît pas, d'accord, mais enfin, ils ont beaucoup, ils vont venir aux réunions, ils vont se battre. Alors, le sociodynamique se propose de caractériser un certain nombre de postures des acteurs. La première posture, celle qui est la plus fameuse, c'est ce que certains appellent des B1 ou des passifs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi passons du temps sur les passifs? Il y a une raison fondamentale, c'est que le passif représente entre 40 et 80% d'une population donnée sur n'importe quel sujet. Quel que soit le sujet dont on parle, le passif représente entre 40 et 80% de la population. Deuxième caractéristique, j'adore les passifs, le passif n'a pas d'énergie à mettre dans le projet. Donc par exemple, quand vous voulez l'informer, vous voulez lui dire, vous allez par exemple lui téléphoner, lui dire tiens, voilà ce qui se passe, il ne va pas venir à la conférence de presse, il ne va pas écouter ce que vous avez dit parce qu'il n'a pas le temps à y consacrer, ça lui prend de l'énergie. Par contre, si se passe quelque chose de mal et qu'on ne l'a pas consulté, alors à ce moment-là, il hurle en disant mais comment ça se fait, on m'a pas consulté, on m'a pas demandé mon avis. Alors vous dites mais quand je t'ai demandé ton avis, tu n'es pas venu. Et bien sûr, puisque l'enjeu clé, c'est que il n'a pas d'énergie à mettre dans la discussion, dans le projet. Je me permets de dire que le passif, quand on l'énerve un peu, par exemple, quand on veut lui faire un peu de méthode participative, venez donner votre avis, j'ai pas le temps. Et si, c'est très important. Alors, puisque tu me demandes mon avis, je vais te le donner. Et là, évidemment, on va tomber sur, il va prendre une posture de ce qu'on appelle de grognon. Donc, c'est-à-dire que, puisque tu me demandes, alors voilà, ton truc, c'est pas clair, il manque ça, il manque ci, il manque ça, et donc, comme vous l'avez énervé, hop, il reviendra assez vite dans sa posture de passif. Alors, deuxième type de posture bien connue, c'est ce qu'on appelle les militants. Militants, comme son nom l'indique, c'est des gens qui sont très synergiques et qui n'ont pas d'antagonisme. Ils n'ont pas une autre vision, ils négocient même pas, c'est pas le problème. Ce qu'on appelle les triangles d'or. Donc, les triangles d'or, pourquoi est-ce que Fourier appelle ça les triangles d'or? Parce que il dit, ce sont des gens qui sont nettement plus synergiques qu'antagonistes, ils ont donc nettement plus d'énergie à mettre pour le projet que contre, mais ils ont des idées, et les idées, c'est donc pas négatif. Fondamental dans l'idée sociodynamique, c'est que l'antagonisme n'est pas forcément négatif, au contraire. Avoir de l'innovation, donner des idées, proposer de faire différemment, latéraliser le projet, comme on verra plus tard, c'est de l'antagonisme, c'est ne pas prendre le projet tel qu'il est, on va le faire évoluer. Et donc ce qu'on attend d'un comité de direction, d'un groupe de campagne, d'alliés, c'est qu'il soit à la fois capable de soutenir le projet fermement, et aussi de donner des idées et de le faire évoluer de façon à ce qu'en s'adaptant, il réussisse mieux. D'où le concept de triangle d'or. Et puis enfin, il y a une quatrième partie qu'on va définir en vert, on va comprendre pourquoi tout de suite, ce qu'on appelle les hésitants. Alors, une fois de plus, je me
J'insiste sur le fait que le mot hésitant, c'est nous qui appelons ça des hésitants. Eux se sentent pas du tout hésitants, hein. Ils se sentent dans leur bonne foi et ils trouvent que notre truc, il est quand même, hein, il y a de quoi prendre et puis de quoi laisser. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis ces 4 postures en vert, c'est parce qu'on va le voir dans 2 minutes, c'est ce qu'on appelle des alliés. On va appeler ça, c'est même la définition qu'on donne d'alliés, ce sont ces 4 types de populations. Je me permets de dire au passage qu'on voit donc que on va utiliser le mot allié. Je me permets de dire que c'est très important de discuter avec tout le monde sur ah mais c'est bien ça qu'on appelle un allié, et on va s'apercevoir qu'on va dire ah oui mais ça c'est un allié qui va être la cible de notre enjeu. Pourquoi? Parce qu'on comprend que si eux basculent là, bah, on a perdu, si eux basculent là, on a gagné, donc c'est la cible. L'enjeu de nos discussions, c'est lui, puisque lui, comment prend-il position? Il prend position par rapport à son voisin. Tu vas aller à la manif ou pas? Bah, si tout le monde va à la manif, il va à la manif. Mais si personne ne va à la manif, c'est pas lui qui va aller en premier à la manif. S'il faut se mettre en grève, c'est pas lui qui va se mettre en grève. Il va se mettre en grève si tout le monde se met en grève, hein. Et donc, bah, par conséquent, il faut maîtriser qu'est-ce que c'est que tout le monde. Les hésitances sont fondamentales là-dedans. Ensuite, évidemment, il y a ce qu'on appelle les alliés engagés, qui sont les militants et les triangles d'or. On voit que les logiques sont assez différentes, hein. Par exemple, quand on va lancer des méthodes participatives, on va comprendre que le militant déteste les méthodes participatives parce qu'il ne comprend pas pourquoi on perd du temps avec des gens qui disent autrement que ce qu'on avait dit. Le projet, il est très bien puisqu'on le soutient. Pourquoi est-ce qu'il faut perdre du temps avec des gens qui sont des fauchetons, qui comprennent rien à ce qu'on fait? Donc c'est assez important de comprendre que les militants, il faut s'en occuper, parce que si on ne s'en occupe pas, bah, ils vont perdre de l'énergie, petit à petit ils vont se déliter, et c'est la colonne vertébrale de notre projet. Mais qu'il ne faut pas leur demander de venir aux méthodes participatives, il ne faut pas leur demander de prendre l'initiative de faire de la participation avec des gens qui ne sont pas d'accord. Par contre, c'est le contraire des triangles d'or et les hésitants. Ceux-là, ils sont très sensibles aux méthodes participatives. Donc, il faut comprendre que mettre en place des méthodes participatives, c'est bien pour certains types d'acteurs, en particulier les alliés engagés. Par contre, ça peut être extrêmement négatif sur le passif, que ça peut amener à être très grognon, et sur les militants, que ça peut amener à décourager totalement. Alors ensuite, il y a d'autres populations, d'autres postures que je vais caractériser. Donc, ce qu'on appelle les opposants. Les opposants classiques, donc ils ont une faible synergie en dessous de la diagonale. Par contre, ils ont un antagonisme sérieux. Et puis ensuite, ce qu'on va appeler les révoltés. Non, à chaque fois que je fais cet exposé, je dis les révoltés. Aujourd'hui, je crois qu'on a perdu l'idée, alors peut-être pas pour longtemps, mais enfin, on a perdu l'idée de ce que c'était que des vrais révoltés. On les voit dans les quartiers. C'est des gens qui peuvent brûler votre voiture. Ils peuvent vous casser. Ils peuvent arriver qu'ils vous tuent, hein, parce que pour eux, ça a tellement d'importance ce qu'ils font, tellement que c'est comme ça qu'ils se vivent. C'est très rare aujourd'hui, hein. Les acteurs, ce qu'on constate dans les discussions qu'on a sur ces projets, quand on nous appelle, c'est que effectivement, les acteurs d'aujourd'hui sont quand même très habitués à la paix. Ils ont peu de logique de guerre. Ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. D'où d'ailleurs le fait qu'ils vont parler de la guerre, on va faire la guerre, on leur dit, attendez, calmez-vous, parce que peut-être la guerre, est-ce que vous savez ce que c'est? Quand vous saurez ce que c'est, vous allez comprendre que peut-être que c'est pas ça que vous voulez. Voilà. Il y a une dernière population qui est très étrange, qu'on appelle les déchirés. Les déchirés, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gens très synergiques et très antagonistes. Alors vous allez me dire, ça n'existe pas. Oui, vous avez raison, il y en a peu. Ouais, plus vous allez là, plus il y a de monde, plus vous allez là, moins il y a de monde, hein, généralement. Mais par exemple, c'est l'ancien secrétaire général du syndicat qui trouve que le syndicat c'est merveilleux puisqu'il y a consacré sa vie, mais maintenant il est à la retraite, il trouve que ce que font les petits jeunes c'est nul, c'est pas ça qu'il faut les faire, ils sont en train de faire autre chose que... Voilà le type de segmentation dont on va parler maintenant. Petit point de détail. On va caractériser, on est en train de mesurer l'énergie des acteurs. Je voudrais qu'on s'arrête 3 secondes sur qu'est-ce qu'on veut dire par énergie des acteurs. La sociodynamique sépare bien 2 logiques, hein. Ce qu'on appelle l'énergie, c'est de l'action.
Donc quand on va essayer de positionner les acteurs, c'est ce qui est important. Pourquoi? Parce qu'en positionnant les acteurs, on va comprendre comment on va réagir nous, hein. C'est une segmentation marketing, de l'adaptation. On va s'adapter à la réalité des acteurs. C'est l'action qu'on cherche. Mais en réalité, donc ce qu'on appelle le jeu, c'est quel jeu ont-ils? Ont-ils des actions positives, donc ce qu'on va appeler du jeu commun ou du jeu collectif, ou est-ce qu'ils ont un jeu, une approche, des actions qui sont contre nous, hein. Donc, on va appeler ça, pour des raisons techniques, du jeu personnel, même si par ailleurs c'est nous qui appelons ça du jeu personnel. Eux peuvent trouver que c'est du jeu commun contre nous, hein. Donc, du jeu personnel. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeu. Mais malheureusement, et quand on va discuter avec les acteurs, justement pour positionner les gens sur cette carte, souvent on n'a pas affaire on a beaucoup de mal à avoir affaire à du jeu, on a affaire à de l'intention, hein, de l'intention. C'est-à-dire, ah bah par exemple, quelqu'un va vous dire, ah non mais lui c'est un con. Ah d'accord, donc ça on va donc dire, bah lui il est antagoniste, parce que son intention, ce qu'il dit, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention, hein, procès d'intention. Alors que quelqu'un vous dit, ah mais je trouve que vous êtes formidable, ce qu'on va appeler un crédit d'intention. Ouais, c'est super, mais vous connaissez beaucoup de gens qui disent de vous que vous êtes un crétin, mais ils vont quand même vous soutenir sur votre projet, parce qu'ils disent, ouais d'accord, c'est un crétin, mais c'est vrai que son projet, il est pas mal. Donc c'est pour ça qu'on focalise l'idée sur le fait qu'on cherche à comprendre le jeu des acteurs, qu'on va peut-être ne pas connaître, mais on est obligé aussi de tenir compte de l'intention, même si c'est moins important que ça peut avoir. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ah, d'abord, de faire, quand je dis de faire ça, c'est-à-dire de cartographier les acteurs et d'essayer de rendre compréhensible le champ des acteurs. Bah, là, vous avez compris que, donc, à quoi ça sert? La première chose, ça sert à rassurer les alliés. Quand vous vous lancez, quand vous proposez cette manière de regarder les choses, ça a un intérêt, c'est que ça vous donne un sujet de conversation avec vos alliés. Ce sujet de conversation va permettre de verbaliser leur approche. Tout à coup, généralement, quand on commence à faire le positionnement socio-dynamique, on apprend des tas de choses que les autres ont appris sur les acteurs. Il va y avoir une vraie discussion et il va y avoir une controverse. On ne va pas être d'accord. Tout à coup, on va dire, et j'en ai une longue expérience, très souvent on appelle un opposant ou voire un révolté quelqu'un qui en fait, in fine, va devenir hésitant et va devenir donc un des acteurs sur lesquels on va investir. Donc la controverse est très fondamentale. Ce qu'il faut, c'est comprendre que cette controverse devienne fertile, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais c'est très intéressant comme discussion pour pouvoir être tous cohérents sur la stratégie qu'on va suivre ensuite. Donc le fait de ne pas déraper dans la manière de discuter les acteurs, c'est un des bénéfices de la sociodynamique. Ça permet d'objectiver, entre guillemets, puisque bien entendu ce n'est pas de la science, ce n'est que de la technique, et de rendre collectif la perception du champ des acteurs. La deuxième fonction, c'est faire comprendre qu'est-ce que c'est que la stratégie des alliés. Ce qui compte, c'est de consacrer son temps aux alliés. Et donc, en discutant de ces différentes postures, on va comprendre que quelle est l'énergie qu'on consacre à ses alliés et quelle est l'énergie qu'on consacre à ses opposants. Et on découvre, on va le voir sur les syndromes, des problèmes terribles. Donc, ce qu'on appelle l'énergie, c'est donc bien, par exemple, de l'argent. Combien d'argent donne-t-on au projet de nos alliés? Combien d'argent donne-t-on au projet de nos opposants? Mais c'est surtout le temps. Combien de temps consacre-t-on à tel ou tel acteur? Et on s'aperçoit très vite, généralement, qu'on consacre un temps fou aux opposants. Je pourrais donner des tas d'exemples où on constate que les comités de direction sont embourbés, mais de manière incroyable, sur des actions des opposants,
Et plus on s'occupe des opposants, moins on s'occupe de notre projet. Et puis, bien entendu, il y a le besoin. C'est-à-dire que plus on s'occupe des opposants, plus on comprend le besoin des opposants, mais moins on connaît le besoin de nos alliés. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont nous suivre? Donc, l'enjeu consiste à passer son temps, c'est ce qu'on appelle la stratégie des alliés, passer son temps avec les alliés, hein, et à augmenter leur synergie, à entretenir leur synergie. C'est ce que Jean-Christian Fauvet appelait la litanie des scions. Alors pourquoi? Parce qu'il disait, ben voilà, pour pouvoir entretenir vos alliés, il faut faire de l'information, il faut les tenir informés, il faut faire de la consultation, il faut leur demander leur avis, et il faut faire de la participation, il faut les faire participer. Alors ce que je dis par rapport à ce que disait Jean-Christian, avec tout le respect bien entendu que je lui dois, c'est oui, vous avez compris qu'on ne fait pas participer un passif. Parce que si vous faites participer un passif, de force, ça va augmenter son antagonisme. Vous pouvez peut-être consulter un passif, mais faites attention, quand vous consultez un passif, il va vous donner son avis à l'instant T, il s'en fout quelque part, il n'a pas d'avis. Donc la consultation, je ferai un peu attention. Et l'information, il faut savoir que le passif ne lit pas vos lettres d'information. Vous lui envoyez de l'information, il ne les lit pas. Et il va vous dire que vous ne l'avez pas informé. Et il ne faudra pas vous énerver. Pourquoi? Parce que c'est l'enjeu de tout ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est vrai sur les acteurs engagés. Pas sur les passifs. Enfin, le troisième, à quoi ça sert? Ça sert à discuter de stratégie. C'est-à-dire que là, on va comprendre que maintenant, on ne va pas réussir parce qu'on a raison, parce que notre projet est bon, on va réussir parce qu'on va mobiliser les acteurs, on va leur parler, on va découvrir d'ailleurs qu'on ne les connaît pas ou qu'on les connaît mal, et donc on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on va faire, et en connaissance de cause avec une vraie logique. Donc on est centré sur de l'action, et puis on est centré sur du collectif. On va réagir de manière collective. On va avoir un tel qui va faire telle action, un tel qui va faire telle action, on va pouvoir commencer à rentrer dans la stratégie. Alors, avant de sur les conséquences en termes d'action, je voudrais insister sur quelques dangers. Alors, le premier problème quand on fait ça, le premier qui est à chaque fois pareil, c'est de se focaliser sur l'intention. Ce qu'on a appelé l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que disent les acteurs, leur prise de position. Ça n'a Alors, ça a un intérêt, c'est exact. Enfin, si les gens ont dit ça, c'est bien. Mais généralement, on connaît la moitié de ce que disent les gens. On ne connaît que la partie qui nous énerve, d'ailleurs. Mais ce qui compte, c'est pas l'intention, c'est l'action. Donc, en permanence, il faut aider les acteurs qui vont discuter du champ de force à se concentrer sur mais que font objectivement les gens. Est-ce qu'ils prennent l'initiative? Ils ne prennent pas l'initiative? Pourquoi? Il faut accepter que c'est une initiative, même si par ailleurs elle peut être antagoniste. Le deuxième problème auquel on fait face, c'est confondre les amis et les alliés. On parle d'amis, mais alors que nous, ce qu'on cherche, c'est des alliés. Ça, c'est très difficile à faire comprendre aux gens. C'est qu'on peut très bien avoir des amis, qui ont tous les soirs, qui vous disent, mais oui, qui vous disent rien d'ailleurs, mais qui en fait sont contre votre projet. Ils vous aiment bien, et ils sont contre, ça leur fait de la peine, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'en parleront pas. Et il faut que ça reste vos amis. La question, c'est pas ça. La question, c'est ce qu'on cherche des alliés qui, eux, ils sont peut-être pas comme vous aimeriez les avoir. Hein. Donc ce que disait Jean-Christian, grand thème classique, c'est on prend ses alliés comme ils sont. On accepte, on ne cherche pas à faire des amis, on accepte comme ils sont, sauf à partir du moment où ils soutiennent le projet.
Le troisième danger qu'il y a quand on fait ce genre de travail, c'est la réification. C'est-à-dire qu'on va transformer... je ne suis pas une statistique, c'est ça, on va transformer les gens en chiffres. Et ça, c'est un danger. Oui, il faut faire attention. Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas à faire une carte des acteurs. On cherche à créer une dynamique. Donc, c'est le contraire. Par exemple, on va caractériser les postures, mais tout notre enjeu, c'est de faire changer de posture les acteurs. Et donc, c'est très dangereux de rentrer dans les logiques de cartographie. En plus, il y a des tas de gens qui adorent ça. Ils adorent discuter de la stratégie d'acteurs, des choses. Et ça tourne un peu en rond. Le quatrième danger, qui est d'ailleurs lié à ça, c'est la RGPD. Alors, faites attention, c'est qu'on en discute ensemble, c'est bien, mais la RGPD vous interdit d'avoir des fichiers. Et quand je dis qu'elle vous l'interdit, je trouve que c'est vraiment... c'est parfait. J'ai déjà dû interdire à mes consultants de faire des fichiers d'acteurs en mettant leur position sociodynamique. De quel droit? En plus, la position sociodynamique, c'est nous qui pensons qu'elle est comme ça, mais eux, on n'en sait rien. C'est extrêmement dangereux de fixer, de réifier, réifier, c'est-à-dire transformer en chose, hein, de réifier un champ qui forcément est dynamique, bougeant et qui demande de l'interprétation. Et la RGPD, ça tombe bien, vous interdit de le faire. Donc c'est vraiment... Alors, quand on fait de la sociodynamique, on tombe sur des syndromes. C'est-à-dire, c'est quoi un syndrome? C'est on constate que les acteurs ont des comportements collectifs qui sont contre-productifs. C'est-à-dire que s'ils comprenaient, s'ils se voyaient agir, alors ils changeraient de posture. Donc c'est des syndromes qui servent, ces syndromes, et j'insiste, ces syndromes sont faits pour qu'ils connaissent, que tout le monde connaisse, ça doit devenir un langage commun, parce que ça permet d'éviter soi-même de tomber dans les problèmes. Il ne faut pas croire que nous, on est des super cadors parce qu'on fait de la sociodynamique. Quand c'est nous qui sommes concernés, on tombe immanquablement dans les mêmes syndromes. Le premier syndrome, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la pie, en référence à la pie voleuse de Tintin. Il y en a une autre chez Mozart, c'est pareil. Alors, les gens ne s'interrogent pas, mais c'est quand même bizarre cette histoire de pie voleuse. Je rappelle que la pie voleuse, et c'est l'oiseau qui est allé voler les bijoux de la Castafiore. Pourquoi une pie va-t-elle voler des bijoux de la Castafiore? Parce que ça brille, et que la pie est attirée par ce qui brille. C'est pas vrai que la pie est attirée par ce qui brille. Cette pie est attirée par ce qui brille. Et pourquoi? Parce qu'elle est malade. C'est une maladie. C'est le syndrome donc de la pie, bien connu, qui fait qu'on est attiré par ce qui brille et pas par ce qui est réel. Elle ferait mieux d'aller chercher des grains pour nourrir sa famille. Et bien là, c'est pareil. Ce qu'on constate dans les projets dans lesquels il y a des opposants, c'est que les acteurs se focalisent sur les opposants, passent un temps fou sur les opposants, se battent avec eux et sont même quelque part contents de cette bagarre. Alors que ce qui va leur faire gagner, ce n'est pas le fait qu'ils s'occupent des opposants, c'est le fait qu'ils s'occupent de leurs alliés. Donc, la lutte contre le syndrome de la pie est fondamentale. On utilise pour ça une règle qui est assez connue, sur laquelle on reviendra en termes de stratégie, qu'on appelle 2 tiers. 1 tiers, c'est tu dois consacrer 2 tiers de ton temps à tes alliés et 1 tiers de ton temps à tes opposants. Et ce ratio, qui est un ratio qui est directement issu du jeu de Go, sur lequel on pourra peut-être revenir un jour, est fondamental des deux côtés. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas s'occuper des opposants. Bien sûr, si vous ne vous occupez pas d'opposants, c'est le célèbre syndrome de Giscard d'Estaing avec les diamants, ils vont s'occuper de vous. Donc il faut s'en occuper, il faut se battre, mais il faut que l'énergie qu'on met face aux opposants soit la moitié de celle qu'on met sur ses alliés. Très important. Alors, deuxième syndrome qui est directement lié à ça, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Nous sommes dans des sociétés
honnêtement merveilleuse. On vit dans des sociétés formidables dans lesquelles, honnêtement, on est protégé de tout. Même le Covid-19, on arrive à avoir sa peau en moins d'un an. Ça amène les acteurs à détester le conflit. Donc tout ce qui peut ressembler à un conflit, à quelque chose qui fait peur, qui pourrait amener à ce qu'on se batte, etc., on le craint, et très souvent les acteurs font preuve d'évitement. C'est-à-dire que s'il y a un sujet, on va éviter le sujet qui fâche. Alors il y en a d'autres qui appellent l'évitement le concept Munich. C'est Munich. Hein. Munich, pourquoi? Parce que en 1939, les, 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 les Anglais et les Français ont été à Munich pour faire un accord avec le régime nazi et sont revenus tout contents, du moins aux apparences. Tout le peuple était content parce qu'on avait réussi à ne pas faire la guerre avec les Allemands. Bon, l'histoire a montré qu'on s'était fait un peu... C'est un peu pareil que le syndrome d'évitement. Et ça, c'est éviter tous les systèmes dans lesquels on dit mais non, mais soyons pas violents, par exemple. Ne soyons pas violents avec l'opposant. Ben, c'est pas une question de violence, c'est une question de droit, par exemple. Si l'opposant vous attaque en justice, ben vous répondez en justice. Vous attendez pas d'être complètement pieds et poings liés face à lui. Vous allez réagir. Ça peut être, un rapport de force. Par exemple, ça, donc l'évitement, c'est tout ce qui est contre le rapport de force. Or, il n'y a pas de négociation sans rapport de force. Ensuite, donc cet évitement aboutit généralement à ce que les acteurs qui ont évité les vrais sujets, tout à coup se retrouvent avec le sujet qui leur saute à la figure. Et alors là, évidemment, on tombe sur des acteurs qui sont totalement affolés, puisque justement tout ce conflit contre lequel ils luttaient, enfin ils ne voulaient pas en entendre parler, tout à coup, bah, ils sont face à ça. Et donc on tombe sur un syndrome qui s'appelle la frénésie. Tout à coup, les acteurs se mettent à bouger de partout. Vous dites, mais vous voyez bien que vous perdez votre énergie, ça fait ce qu'on appelle de la chaleur. Vous faites de la chaleur, vous ne faites pas ce n'est pas stratégique, ce n'est pas clair, même votre opposant ne comprend plus ce que vous faites. Vous êtes en train de tirer partout des balles au hasard et vous consommez vos cartouches, comme disent les militaires. Généralement, cette frénésie, bah, comme elle a été mal utilisée, elle est peu efficace, et généralement, on se prend un ou deux coups en retour de l'opposition, et alors là, on tombe sur un syndrome qui est connu, qui s'appelle la tétanie. La tétanie, j'ai vu beaucoup de dirigeants qui étaient sous le choc. Chaque fois qu'ils ont essayé de faire quelque chose, ça s'est mal passé, ils ont perdu. Et c'est comme le boxeur qui a reçu trop de coups. Alors là, il bouge plus. Il bouge plus. Tout le monde vient le voir en lui disant mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il bouge plus. Il est d'accord il est d'accord avec tout le monde et avec personne puisque derrière il est KO debout, si vous préférez. Et ça se termine par un dernier syndrome qui est assez connu, hein, ce qu'on appelle la boîte à claques. C'est que quand tout le monde commence à se dire oulala, on va perdre, machin, on va chercher le coupable. Hein. Donc il y a quelqu'un très connu qui s'appelle René Girard qui a écrit un bouquin sur ce qu'on appelle le bouc émissaire. Et il explique très bien qu'un bouc émissaire, c'est le bouc émissaire qu'on va brûler, sur lequel on va jeter des pierres, c'est justement celui qu'on a privilégié au départ. C'est le héros de l'affaire. Or, si c'est vous qui êtes le chef de projet du projet dont on parle, ça veut simplement dire que vous vous sentiez le leader, c'est vous qui allez être lynché par la foule. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les syndromes de boîte à claques. On voit tout à coup, on commence à voir les alliés qui commencent à dire c'est lui, c'est pas lui, moi j'y suis pour rien, c'est l'autre, et qu'on commence à distribuer les boîtes à claques. Donc voilà, ce sont des syndromes assez connus, et le diagramme sociodynamique qu'on utilise, là, le système de segmentation qu'on utilise, sert à limiter l'effet de ces syndromes collectifs qu'il faut apprendre à connaître, à reconnaître et à lutter contre. Alors, donc, pour conclure, comment utiliser cet outil? Comment utiliser cet outil? Je dirais la première chose, c'est un outil qui pour moi est un outil collectif. Il n'y a aucun intérêt, si ce n'est
dans l'instant pour savoir comment réagir, d'utiliser ça de manière personnelle et à faire sa propre cartographie des acteurs pour soi. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter avec ses alliés. Alors, généralement, cette discussion est assez pénible, parce que petit à petit, il faut apprendre à écouter la critique. Parce que bien entendu, dans ces alliés, vous avez pu le voir, il y a des gens qui commencent à expliquer pourquoi est-ce qu'on a des opposants, qu'ils n'ont pas totalement tort, ils ont même souvent raison. Donc, il faut bien comprendre que la sociodynamique n'est pas une science, c'est un langage. C'est une manière de parler des choses. On verra plus tard, c'est un modèle. Et donc, c'est à ça que ça doit être. Donc, ne dites pas à quelqu'un, ah, maintenant tu connais rien, ce n'est pas un opposant, c'est un. Non, vous lui dites, ah oui, mais vous lui posez des questions pour qu'il comprenne lui-même que, en fait, ce qu'on appelle, c'est pas un opposant, en réalité, c'est un triangle d'or, parce que, ah, bon, d'accord. Deuxième idée, jamais d'écrit, puisque tout écrit va poser des problèmes, on a vu, de réification, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'esprit de ce qu'on veut mettre en place, et en plus, ça pose des problèmes avec la RGPD. Et puis en ordre général, si on connaît des dizaines de cas où tout à coup, ce qui était votre fichier caché qu'on faisait dans un petit coin de cabinet sombre, tout à coup est devenu public, et à ce moment-là, vous êtes ridicule. Tout le monde considère que le passif déteste qu'on fasse des choses contre lui. Le troisième point, dernier point, c'est la transparence. Très souvent, quand on fait ça, les acteurs se disent « Ah bah non, je suis dans la confidence, mais il faut surtout que ça reste entre nous. » Pourquoi ça doit rester entre nous? C'est tout le contraire. Il faut que tout le monde comprenne, si tu te mets dans, cette position, te mets dans cette posture, alors moi, je me mets là. Moi, alors, je fais ça. Si tu veux que je te parle, si tu veux que je te consacre du temps, il faut que tu fasses de la synergie. Il faut que tu le saches. C'est pas trop gênant que tu sois antagoniste, que tu ne sois pas d'accord. Mais par contre, moi, ce que j'attends, c'est que tu fasses des choses positives. Il faut que ça se soit très clair. Je suis atterré par la guerre de 14-18, qui est la guerre la plus bête du monde, qui a fait s'effondrer l'Europe. L'Europe, elle est morte en 18. Certes, la France a gagné, entre guillemets, face à l'Allemagne, mais en réalité, ces deux pays se sont consumés sur place. Et quand on regarde cette guerre, on constate qu'en gros, ces deux acteurs majeurs à l'époque ne se connaissaient pas. Ils ont cru tous les deux au démarrage qu'ils allaient faire un conflit qui allait durer 3 jours. On part, la fleur au fusil, et on va terrasser l'ennemi. Bon, ça ne dure pas 3 jours, il y a 11 millions de morts, c'est incroyable. Donc, la transparence, que les autres, tout le monde comprenne quel est le rapport de force, est fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner les billes tout le temps. Bien sûr, il ne faut pas être non plus puceau. Mais ce que je constate, c'est que très souvent, quand on est dans des logiques un petit peu difficiles à manager, on a une tendance à se restreindre sur soi-même, à se barricader et avoir une logique de cabinet qui est exactement l'inverse de ce qu'on cherche à faire. On cherche à avoir une logique de mobilisation collective. Cette mobilisation collective, l'outil sociodynamique doit permettre de le comprendre de manière positive. C'est pas gênant si tu es, c'est pas gênant si tu es contre ce projet. Par contre, si tu es contre ce projet, tu n'es pas dans l'équipe projet, par exemple. Et donc, oui, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais on constate qu'il y a des projets dans lesquels qui ont réussi à mettre dans leur équipe projet 2 ou 3 opposants pour des raisons bizarres, comme par exemple, ah non, mais il faut que tout le monde soit représenté. Mais non, il ne faut pas que tout le monde soit représenté. Si vous voulez qu'un projet avance, il faut que ceux qui sont dans l'équipe projet, qui vont faire avancer le projet, soient pour ce projet. Voilà, donc nous avons vu comment développer l'agilité managériale en segmentant les acteurs et en adaptant notre comportement à leur posture. Voilà, et bien écoutez, maintenant, reste à voir le quadrillage du terrain, l'engagement des acteurs et le pilotage d'un projet par la mobilisation. À bientôt.